Bonjour à tous, je suis le docteur Sébastien Asquette et nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Damien Bonnet de Necker pour ce nouvel épisode de la série des webinars du réseau cardiogène, de la filière cardiogène, réseau M3C. Ce cinquième webinar va être consacré ce soir au PNDS sur la transposition des gros vaisseaux. Pour mémoire, un PNDS est un protocole national de diagnostic et de soins. C'est un document qui est disponible sur le site de la Haute Autorité de Santé, qui est rédigé par les centres experts des maladies rares, et en l'occurrence pour le réseau M3C, par le réseau M3C pour les documents ayant trait aux cardiopathies congénitales complexes, pour cardiogène, et qui concerne les maladies cardiaques héréditaires ou rares. Donc ce soir, pour ce webinaire consacré à la transposition des gros vaisseaux, c'est le professeur Damien Bonnet qui est le coordinateur du réseau M3C, responsable du centre Necker, qui va intervenir. Donc je vous remercie avant tout de garder vos micros et caméras fermés afin de ne pas polluer l'enregistrement, car cet webinaire est enregistré et sera rediffusé ultérieurement sur le site de la filière. Par contre, vous pouvez tout à fait nous poser des questions sur le chat et nous tâcherons d'y répondre et d'y consacrer un temps d'échange à la fin de la présentation initiale. Très bien. Damien, à toi de jouer. Merci beaucoup, Sébastien. Merci à ceux qui sont présents ce soir pour cette présentation du PNDS transposition des gros vaisseaux. Comme Sébastien vous l'a dit, le PNDS est un guide de diagnostic et de soins. Et donc ce soir, je vais vous rappeler pour ceux d'entre vous qui ne sont pas des spécialistes, ce que c'est que la transposition des gros vaisseaux, les modalités de diagnostic, les modalités de prise en charge, et puis un certain nombre d'aspects de la vie quotidienne de ces patients et de leur suivi. Donc, comme l'a dit Sébastien, l'ensemble des PNDS concernant les cardiopathies congénitales complexes sont disponibles sur le site de la Haute Autorité de Santé, ainsi que tous les PNDS de la filière cardiogène. Il y a d'autres ressources aussi pour les cardiopathies congénitales complexes, comme le site du réseau M3C ou la chaîne YouTube où vous pouvez trouver des compléments d'information si cela vous intéresse. Avant de commencer, je voudrais relever un certain nombre de points importants concernant la transposition des gros vaisseaux. C'est une des cardiopathies congénitales cyanogènes les plus fréquentes en période néonatale. Elle a comme particularité d'être, on va dire, la plus grande urgence néonatale quand il n'y a pas de diagnostic prénatal, mais aussi quand il y en a un. Je vais essayer de vous le montrer. Elle requiert un transfert immédiat dans un centre expert en cardiologie congénitale, à la fois pour faire des gestes interventionnels et des gestes chirurgicaux, comme vous le verrez. Le diagnostic prénatal est fait de façon extrêmement fréquente sur le territoire français, qu'il s'agisse de l'Hexagone ou des territoires d'outre-mer. C'est pourquoi aujourd'hui, cette cardiopathie est exemplaire de la stratégie de transfert in utero, et je vous en parlerai aussi. C'est une cardiopathie qui est également exemplaire par la stratégie de traitement hybride qui comprend des actions médicales, des gestes de cathétérisme interventionnel avec la procédure de Rashkind et un geste de réparation chirurgicale néonatale. Aujourd'hui, c'est une cardiopathie avec une mortalité chirurgicale qui est très faible dans les centres experts et qui est totalement réparée. Les morbidités sont rares et on les évoquera et elles touchent les différentes structures qui ont été déplacées pendant l'intervention de Switch, mais aussi des complications qui sont peut-être liées à sa physiologie anténatale dont je dirai un mot. Et enfin, j'évoquerai très brièvement à la fin, puisque c'est une population qui est en train de disparaître, même si elle peut intéresser ceux qui s'occupent d'adultes ayant des cardiopathies congénitales complexes ou un certain nombre de cardiologues qui peuvent voir ces patients, en particulier pour des arythmies. C'est la population des patients qui ont eu une correction de cette malformation avant le début des années 80 par la technique du switch atrial. L'anatomie est une anatomie facile à comprendre puisque les vaisseaux sont inversés. L'aorte est exactement en position d'artère pulmonaire et réciproquement. Autrement dit, l'aorte est située au-dessus d'un infundibulum, au-dessus du ventricule droit, et l'artère pulmonaire est en continuité avec la valve mitrale en position aortique.
Une des particularités appartient aussi à d'autres malformations est le trajet parallèle des gros vaisseaux, la présence du conus sous-aortique et, comme je le disais, la continuité fibreuse entre la valve mitrale et la valve pulmonaire, et la position habituellement antérieure et droite de l'aorte par rapport à l'artère pulmonaire, même s'il y a des variations que je n'évoquerai pas aujourd'hui. Et donc la forme la plus fréquente, si on utilise la classification segmentaire, est la forme en situs solitus avec une boucle D et l'aorte en position D, donc on appelle SDD, les autres dispositions étant beaucoup plus rares. Aujourd'hui, je parlerai essentiellement de la transposition simple des gros vaisseaux, mais il y a bien d'autres malformations cardiaques dans lesquelles les vaisseaux sont transposés. Et donc, ce distinguo est important et on ne les évoquera pas aujourd'hui, ça serait beaucoup trop long, mais je vous ai mis ici quelques exemples de transposition des gros vaisseaux complexes associés à une sténose pulmonaire, par exemple, ou à une coarctation, ou les cardiopathies qu'on appelle les ventricules droits à double issue, avec ou sans obstacle sur les vaisseaux d'éjection. Pour comprendre la situation néonatale de la transposition des gros vaisseaux, mais aussi un certain nombre de complications qui peuvent survenir, il faut faire un petit rappel de la physiologie de la transposition des gros vaisseaux. Et je vous montre ici à gauche sur l'écran la distribution des saturations dans un cœur fœtal normal, où vous voyez que le sang n'est pas mélangé comme on l'annonce souvent aux parents en anténatal, mais qu'il y a une distribution différente du sang oxygéné et du sang non oxygéné entre le ventricule droit et l'artère pulmonaire et le ventricule gauche et l'aorte, avec du sang plus oxygéné du côté aortique, ceci afin de perfuser de façon avec du sang plus oxygéné les coronaires et le cerveau. Dans la transposition des gros vaisseaux, les choses sont à l'inverse, avec du sang plus bleu dans l'aorte et plus rouge dans l'artère pulmonaire. Et ceci a des conséquences importantes puisque ceci va expliquer la situation d'urgence néonatale. Je le fais rapidement, mais la distribution du débit sanguin fœtal combiné est asymétrique dans le cœur fœtal au troisième trimestre, comme vous pouvez le voir sur la gauche, avec 2 tiers du débit traversant le ventricule droit et un seul tiers du débit traversant le ventricule gauche, ce qui fait que le canal artériel reçoit à gauche, dans le cœur normal, 59% du débit et le foramen ovale 27%. Du fait de l'oxygénation différentielle dans la transposition des gros vaisseaux, on a une constriction du canal artériel et une réduction de la taille du foramen ovale qui sont physiologiques dans la transposition des gros vaisseaux. Cet élément est important à retenir puisque c'est à cause de cette physiologie anténatale que les enfants qui ont une transposition des gros vaisseaux sont à risque de péril immédiat à la naissance, puisque les shunts que constituent le foramen ovale et le canal artériel sont absolument nécessaires à la fois au débit cardiaque et à l'oxygénation de l'enfant, mais ils sont restreints par rapport à ceux d'un nouveau-né normal. En l'absence de diagnostic prénatal, le diagnostic de cardiopathie congénitale peut être suspecté rapidement, en tout cas pour les grandes catégories d'entre elles, sur 5 signes majeurs que sont la saturation en oxygène, donc la cyanose, qui est réfractaire dans le cas des cardiopathies congénitales cyanogènes, c'est-à-dire qui résiste à l'administration d'oxygène, la présence de signes d'insuffisance circulatoire ou respiratoire, d'un souffle et une asymétrie des pouls éventuelle avec éventuellement une différence des saturations entre les membres supérieurs et inférieurs. La transposition des gros vaisseaux euh, se manifeste essentiellement par une cyanose réfractaire isolée et toute cardiopathie congénitale diagnostiquée, suspectée en salle de naissance devant une cyanose réfractaire isolée doit être transférée immédiatement dans un centre expert pour une confirmation du diagnostic, puisque le premier diagnostic à évoquer est celui de transposition des gros vaisseaux, qui, comme vous l'avez compris à partir de la physiologie fœtale, ne souffre pas de délai pour être prise en charge. En effet, à la naissance, je vous montre ici un bébé qui a une transposition des gros vaisseaux, qui commence à avoir des signes de détresse respiratoire, qui est cyanosé et génial. Et c'est sur ce type de signe, en l'absence de souffle cardiaque, en l'absence d'asymétrie des pouls ou d'asymétrie de la saturation, qu'il faut penser à la transposition des gros vaisseaux. La situation est très urgente puisque du fait de la chute des résistances vasculaires pulmonaires après la naissance, eh bien, le débit pulmonaire va augmenter et le débit pulmonaire augmentant,
en allant de l'aorte vers le canal artériel, n'a que comme seule voie de sortie dans cette cardiopathie où la circulation se fait en parallèle, le foramen ovale. Si celui-ci est restrictif, et il l'est physiologiquement comme je vous l'ai indiqué, eh bien, le débit pulmonaire augmenté ne pourra pas traverser librement le foramen ovale, la pression dans l'oreillette gauche va augmenter et l'enfant sera dans une situation d'œdème aigu du poumon, éventuellement avec une pression pulmonaire qui va s'élever, puis une insuffisance circulatoire qui va apparaître. Et donc, c'est cette urgence dont le moment de survenue est imprévisible après la naissance qui justifie le transfert immédiat de toute suspicion de cardiopathie congénitale cyanogène dans un centre à même de faire une manœuvre de Rashkind. Aujourd'hui, on a nettement moins de situations de péril dans la transposition des gros vaisseaux avant la naissance, après la naissance, excusez-moi, puisque le diagnostic prénatal est très bien organisé en France avec un système de dépistage dans toutes les grossesses normales, avec une échographie qui est formalisée pour le cœur, avec un certain nombre de coupes qui sont obligatoires, qui permettent à la fois de définir l'équilibre des cavités cardiaques, mais de façon, euh, on va dire, moins récente aujourd'hui, mais depuis le début du XXIe siècle, une obligation d'examiner la course des gros vaisseaux. Et en cas de suspicion d'anomalie, quelle qu'elle soit, eh bien, le système fait que les mères sont référées vers des niveaux d'expertise plus élevés, qu'il s'agisse de dépisteurs rodés au dépistage des cardiopathies congénitales ou de spécialistes de cardiologie fœtale. En effet, ceci est important et particulièrement dans la transposition des gros vaisseaux, puisque c'est à partir de l'exemple de cette cardiopathie qu'il a été montré que le diagnostic prénatal était à même de réduire la mortalité préhospitalière de certaines cardiopathies congénitales, ainsi que la morbidité préhospitalière, en particulier les situations d'acidose ou de détresse circulatoire sévère. Ceci a été montré il y a maintenant presque une trentaine d'années. Donc aujourd'hui, le diagnostic prénatal des cardiopathies congénitales et en particulier de la transposition des gros vaisseaux est fait de façon routinière, on va dire. Et vous voyez sur la coupe de droite une coupe 4 cavités chez un fœtus qui a une transposition des gros vaisseaux sur laquelle il n'y a aucune anomalie. Et sur le sweep que vous voyez sur la boucle de gauche, on peut repérer à la fois le situs, la coupe des 4 cavités, puis en montant vers les vaisseaux, les deux vaisseaux parallèles. La confirmation va venir de l'observation sur l'image de gauche que le vaisseau qui sort du ventricule gauche se bifurque précocement, c'est donc une artère pulmonaire, et sur la boucle de droite que le vaisseau qui sort du ventricule droit en avant donne un vaisseau à destinée encéphalique et décrit une crosse, c'est donc l'aorte. Le diagnostic de transposition des gros vaisseaux est fait. Voilà à nouveau l'image caractéristique pour laquelle les dépisteurs sont formés régulièrement par nos collègues qui font de l'échocardiographie fœtale et qui va permettre d'orienter, comme je vais vous le montrer un petit peu plus tard, les mères vers des centres qui vont pouvoir les faire accoucher dans des conditions optimales de prise en charge néonatale. On peut également suspecter le diagnostic sur d'autres images et sur l'anormalité de la coupe des trois vaisseaux, comme je vous le montre ici. Normalement, l'artère pulmonaire, l'aorte et la veine cave supérieure sont alignées. Et dans la transposition des gros vaisseaux, l'aorte étant déplacée en avant, on n'a plus cet alignement, mais une image en triangle sur la coupe des trois vaisseaux qui permet aussi de suspecter fortement le diagnostic. Enfin, et je ne reviendrai pas sur ces exemples de cardiopathie complexe, de transposition des gros vaisseaux complexes, on peut également rechercher des anomalies associées. Ici, une communication interventriculaire ou un rétrécissement situé sous l'artère pulmonaire qui va changer les modalités de prise en charge, ou enfin un rétrécissement situé sous l'aorte qui va donc être responsable d'une transposition des gros vaisseaux avec communication interventriculaire et coarctation de l'aorte. Donc on peut avoir des diagnostics parfois beaucoup plus précis que la simple position transposée des gros vaisseaux. Ce qui est important au moment du diagnostic prénatal, puisque la question est souvent posée par les parents, c'est le conseil génétique. Aujourd'hui, dans la plupart des séries qui comprennent plusieurs milliers d'enfants avec des transpositions des gros vaisseaux,
Il a été montré que quand la transposition des gros vaisseaux est isolée, autrement dit quand il n'y a aucune anomalie échographique autre que la transposition des gros vaisseaux, il n'y a pas d'anomalie chromosomique associée. Et donc un certain nombre de centres, dont le mien, ont arrêté depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années de proposer une amniosynthèse quand la cardiopathie est strictement isolée sur le plan échographique. Cependant, il ne faut pas oublier qu'un certain nombre de syndromes peuvent être associés avec la transposition des gros vaisseaux. Je ne vous en donnerai pas la liste, mais elle est assez longue. Et dans ces syndromes-là, il y a généralement des malformations extracardiaques ou des anomalies du liquide amniotique, par exemple, ou des anomalies des marqueurs fétaux qui les font suspecter et qui changent ce que je viens de dire sur l'indication d'amniosynthèse. Le deuxième point, c'est le risque de récurrence qui est tout à fait exceptionnel. Et si cette récurrence survient, elle survient généralement avec des cardiopathies qui sont apparentées en termes de mécanisme embryologique, c'est-à-dire des défauts de latéralité, comme des hétérotaxies ou des doubles discordances. Ça constitue vraiment une très grande, un nombre très limité de patients. Mais les parents poseront la question et on pourra y revenir si vous le souhaitez. Le dernier point sur le diagnostic prénatal, c'est qu'il a été tenté, et il est toujours tenté par plusieurs équipes, de prédire la situation néonatale des enfants qui ont un diagnostic anténatal de transposition des gros vaisseaux, en essayant de définir des caractéristiques anatomiques et physiologiques du canal artériel et du foramen ovale qui pourraient dire qu'il va y avoir une urgence immédiate ou pas. Ceci éventuellement afin de trier les patients pour un transfert in utero ou pour une naissance locale. Tous ces travaux n'ont pas eu une spécificité ou une sensibilité suffisante pour que l'attitude soit différente d'un fœtus à l'autre. Et aujourd'hui, on va dire que en particulier dans mon centre, mais dans la plupart des centres, on s'en fiche un petit peu et tous les enfants qui ont une transposition des gros vaisseaux, quelle que soit la complexité de l'anatomie et la physiologie constatée avant la naissance, sont transférés in utero. Et donc, en étant transféré in utero vers un centre expert, il y a une organisation périnatale de la prise en charge qui va concerner plusieurs praticiens, bien sûr les obstétriciens, des sages-femmes, des néonatologues, avec l'objectif de faire un accouchement sur site et de pouvoir prendre en charge immédiatement l'enfant. L'intérêt aussi de cette prise en charge est de pouvoir et que les parents aient un entretien avec l'équipe qui va s'occuper de l'enfant après la naissance, qu'il s'agisse de l'équipe de cardiologie ou de l'équipe chirurgicale, et puis de les informer sur le devenir postnatal, sur lequel nous allons venir juste après, et sur on va dire les événements possibles à long terme et la qualité de vie future de l'enfant. Les professionnels impliqués autour de la naissance, comme je vous le disais, sont nombreux, depuis la vie fœtale, la prise en charge obstétricale par les obstétriciens et les sages-femmes, les cardiologues, les chirurgiens, les réanimateurs, bien évidemment les psychologues ou les psychiatres si cela est nécessaire. Et puis, pour un certain nombre d'enfants qui peuvent avoir des caractéristiques différentes d'un nouveau-né à terme, en particulier les enfants prématurés ou les enfants qui ont d'autres malformations extracardiaques, même si elles sont rares. Cela peut impliquer tout un cortège de spécialistes pédiatriques ou de néonatologues. Et bien sûr, le pédiatre et le médecin de famille sont impliqués dans ce type de programme. Et donc, comment ça se passe? Comme je vous l'ai déjà dit, on les transfère les enfants vers un centre à même de faire une manœuvre de Rajkin immédiatement après la naissance. Généralement, l'accouchement est programmé au cours de la 39, juste après 39 semaines, avec un cardiopédiatre cathétériseur sur place, capable de faire le diagnostic et de poser l'indication d'administration de prostaglandine ou de manœuvre de Rajkin. Puis, une fois que ces gestes sont faits, s'ils ont été nécessaires, l'enfant est transféré en unité de soins intensifs ou en surveillance dans un service spécialisé. Aujourd'hui, de très nombreux néonatologues, de très nombreux médecins pédiatres qui sont passés dans les services de néonatologie ont été formés au diagnostic rapide de la transposition des gros vaisseaux avec cette coupe caractéristique qui montre les deux vaisseaux parallèles et sur
l'image par voie sous-costale qui confirme que le vaisseau qui sort du ventricule gauche est un vaisseau bifurqué qui est l'artère pulmonaire qui, comme vous le voyez, reçoit le canal artériel, comme c'est indiqué en vert. Donc le diagnostic peut être fait très rapidement et ce qui permet parfois, quand il y a un diagnostic postnatal, de se préparer à accueillir ce type d'enfant dans le centre spécialisé après un transfert médicalisé. C'est donc immédiatement après la naissance et après le diagnostic qu'on va poser l'indication de la manœuvre de Rashkin. La manœuvre de Rashkin, c'est une manœuvre qui a été inventée il y a maintenant une soixantaine d'années, ou un petit peu plus même, et qui consiste à aller déchirer la cloison interauriculaire en passant par la fosse ovale avec un ballon qu'on rentre dans le cœur, soit par voie veineuse ombilicale, soit par voie veineuse fémorale. Et donc, voilà le geste répété, bien sûr, sur la boucle de droite. Et donc, ça, c'est une manœuvre que beaucoup de cardiopédiatres savent faire. Et il est même recommandé dans la formation des cardiopédiatres qu'ils apprennent à le faire. Je voudrais insister sur le fait qu'aujourd'hui, cette manœuvre qui est considérée comme routinière dans le domaine de la cardiologie congénitale est une manœuvre délicate avec un certain nombre de complications et que un des revers du diagnostic prénatal est de limiter le nombre de gestes de ce type qui est fait par la plupart des cardiopédiatres sur le territoire français, puisque la plupart des fœtus sont transférés in utero vers un nombre de centres limité. Le deuxième point, et ça c'est aussi un point important et qui est important à dire aux futures mamans, c'est que l'accouchement doit se faire au mieux aux heures ouvrées avec une équipe complète sur place pour pouvoir faire ce geste dans les meilleures conditions. Et il a été montré à plusieurs reprises que ce geste fait dans des conditions d'organisation moins bonnes conduit à plus de complications. Une fois que l'enfant a été stabilisé par la manœuvre de Rashkind et éventuellement l'administration de prostaglandine pour maintenir le canal artériel ouvert, eh bien, on a une checklist à vérifier pour préparer l'intervention chirurgicale. Et cette checklist comprend bien sûr l'analyse des ventricules, la recherche d'anomalies des valves atrioventriculaires, qui n'est pas exceptionnelle pour la valve mitrale dans la transposition des gros vaisseaux, essayer de voir s'il y a des anomalies des artères coronaires, et je vais y venir rapidement tout à l'heure, qui pourraient rendre la chirurgie un petit peu plus délicate. Et enfin, s'il y a des anomalies associées ou des anomalies de position relative des vaisseaux, comme les positions côte-côte ou la dyscongruence aortopulmonaire, qui peuvent là aussi rendre la chirurgie un petit peu plus inhabituelle. Le traitement chirurgical est habituellement fait vers le quatrième ou cinquième jour. Il a été montré qu'il ne faut pas le faire trop tôt, mais surtout pas trop tard, en termes de risque de complications périopératoires et aussi de risque neurodéveloppemental. Et donc, il y a une sorte d'optimum entre le troisième et le quatrième jour. L'intervention de switch artériel a été faite avec succès pour la première fois en 1975 par le docteur Jaten au Brésil. Il y avait eu d'autres tentatives préalablement, mais qui avaient toutes échoué, puisque les coronaires n'étaient pas systématiquement transférés, ce qui bien sûr pose un problème. Et donc le switch artériel consiste à couper les gros vaisseaux et à les mettre dans leur position normale. Bien évidemment, les coronaires naissants de l'ancienne aorte doivent être déplacés sur la néo-aorte. Et donc, c'est ce challenge technique qui a été surmonté par le docteur Jaten, pas chez son premier patient qui est mort, mais pas chez le deuxième qui a survécu. Et puis, les choses ont été révolutionnées par la manœuvre de Lecomte, parce que lors du switch par la technique de Jaten, il fallait interposer un conduit entre l'ancien culot aortique et la nouvelle artère pulmonaire. Et Yves Lecomte, en 1981, a décrit la manœuvre qui porte aujourd'hui son nom, qui consiste à décroiser l'artère pulmonaire, autrement dit à faire passer l'artère pulmonaire droite en avant de la aorte, ce qui permet de gagner de la longueur et d'éviter d'interposer un tube prothétique pour réparer la malformation. Donc ça, c'est le switch artériel tel qu'on le fait aujourd'hui de façon commune. Donc au début, c'est l'image de gauche et à la fin, c'est l'image de droite. Vous voyez que l'artère pulmonaire a été réparée puisqu'il y a un petit patch qui est à l'endroit où les ostia coronaires ont été prélevés. Ce qui est important dans cette technique chirurgicale, c'est que quand vous faites l'échographie post-opératoire, eh bien, la position des vaisseaux n'est pas strictement normale, puisque sur l'image de droite, vous voyez qu'il y a toujours une course initiale parallèle
Ceci n'a pas été modifié par la technique du switch. Et sur l'image de gauche, l'artère pulmonaire chevauche l'aorte ascendante. Autrement dit, la branche pulmonaire droite passe en avant de l'aorte et non pas en arrière, comme dans une conformation habituelle. Et sur cette échographie post-opératoire, vous voyez qu'on voit, si je ne mettais pas les noms des vaisseaux, la course initiale parallèle des deux gros vaisseaux, mais c'est après un switch. Et enfin, sur cette image avec la couleur, vous voyez très bien que l'artère pulmonaire droite passe en avant de l'aorte ascendante, comme sur l'image de droite dans une coupe suprasternale. Et c'est encore plus évident sur un scanner où vous voyez cette position qu'on appelle la position des artères pulmonaires de la manœuvre de Lecomte, avec des artères pulmonaires qui sont discrètement étirées sur le culot aortique. La mortalité du switch artériel dans la plupart des centres pour les transpositions simples des gros vaisseaux est de 1%, et assez souvent moins aujourd'hui. Elle est un peu plus élevée dans les transpositions des gros vaisseaux qui comportent des anomalies associées, qu'il s'agisse de communication interventriculaire ou d'obstacles à l'éjection gauche ou d'anomalies des valves atrioventriculaires. Mais globalement, c'est une mortalité qui est très faible. La morbidité est également très faible et elle va concerner les structures qui ont été déplacées, les artères pulmonaires, les artères coronaires, l'aorte, et on va voir que la temporalité de ces complications est différente, hein, ainsi que leur méthode de dépistage. Et puis, donc ça, ce sont des complications anatomiques. Je vais vous donner un exemple à chaque fois. Et puis, il y a deux complications beaucoup plus rares, mais qui sont soit exceptionnelles, comme l'hypertension artérielle pulmonaire faisant suite à une réparation de transposition des gros vaisseaux. Je vous en dirai un mot très bref. Et le deuxième groupe de complications est fréquent. Ce sont les complications neurodéveloppementales ou les troubles du neurodéveloppement qui sont l'apanage de beaucoup de cardiopathies congénitales complexes cyanogènes opérées en période néonatale. Concernant les interpulmonaires, aujourd'hui, les chirurgiens cardiaques sont, euh, on va dire, doués pour réparer les transpositions des gros vaisseaux et les sténoses des branches pulmonaires, comme vous pouvez le voir sur ces deux scanners, donc à gauche normale, à droite, une branche qui est étirée, aplatie et sténosée. Ces complications sont devenues rares, on va dire même relativement exceptionnelles, et elles surviennent surtout dans les 6 premiers mois. Elles doivent être dépistées par l'échographie, confirmées par ou éventuellement des techniques d'imagerie en coupe. Et dans un nombre de cas aujourd'hui devenus très très rares, il faut réintervenir sur ce type d'obstacle. Les complications coronaires posent un problème un petit peu différent, puisque je n'ai pas mis d'image, mais il y a des anomalies coronaires associées avec la transposition des gros vaisseaux de façon fréquente. En effet, la distribution normale des artères coronaires avec un tronc commun gauche donnant l'IVA et la circonflexe et une coronaire droite isolée s'observe dans 70% des cas. Il y a donc 30% de variations anatomiques, soit de la position respective des ostia coronaires, soit de la distribution des troncs épicardiques, et qui peuvent rendre le transfert des artères coronaires un peu plus compliqué. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de distribution coronaire à haut risque de complications post-opératoires, si ce n'est quand il y a un trajet initial intramural d'une des branches des artères coronaires, autrement dit, une artère coronaire qui court dans la paroi aortique avant d'émerger pour son trajet épicardique et qui doit être réparée par le chirurgien parce qu'il y a une sténose congénitale. Et donc, chez un nouveau-né, ça peut être un petit peu délicat. Mais en dehors de ce type d'anomalie, il y a aucune distribution qui soit plus à risque qu'une autre. Cependant, le taux de complications coronaires n'est pas exceptionnel. Quand on parle de complications coronaires, elles sont de deux natures, soit des événements ischémiques précoces qui sont très rares dans les 6 premiers mois, soit des sténoses ou des occlusions qui sont dépistées tardivement pour les centres qui font du dépistage systématique. Et on pourra y revenir dans les questions si vous le souhaitez. Et cette fréquence est estimée autour de 3 à 4%. Dans les séries, c'est de 2 à 7, mais c'est à peu près ça. Il y a aussi une mortalité subite qui est très rare, qui est inférieure à 1%, qui peut être considérée comme possiblement d'origine coronaire. Donc aujourd'hui, il y a donc deux méthodes d'identification de ces complications coronaires, soit de l'ischémie constatée par exemple sur une dysfonction ventriculaire gauche ou un aspect blanchâtre des piliers avec une fuite mitrale ici chez un nourrisson de 3 mois, donc qui va conduire à aller vérifier que les artères coronaires ne se sont pas rétrécies après leur transfert,
ou bien une deuxième circonstance qui est celle du dépistage systématique, qui est fait, comme je vous l'ai dit, de façon inconstante. Et cette discussion est toujours en cours dans la communauté de cardiologie congénitale. Pour ceux qui le font, elle est généralement faite à l'âge préscolaire par un scanner. Et ici, des scanners qui sont bien sûr des scanners à basse dose, qui ont pour objectif de vérifier l'origine des artères coronaires, puisque le reste, généralement, n'a pas été déplacé. Et donc, dans ce type de dépistage, c'est là où on va trouver cette proportion de 2 à 3 de complications coronaires asymptomatiques dans la plupart des cas, et qui va conduire à une stratégie de dépistage de l'ischémie et éventuellement de revascularisation. Si on regarde à long terme, il y a plusieurs articles, j'ai choisi celui-là, qui est la série de Marilyn Long, qui montrait que sur une période de 20 ans, il y avait un nombre d'événements coronaires tout à fait exceptionnel sur une très grande série de patients. Et donc, pour beaucoup de gens, la rareté des événements cliniques ischémiques fait que le dépistage ne doit pas être systématique. Cependant, dans les recommandations internationales et aussi dans le PNDS, il est suggéré qu'il y ait un dépistage d'ischémie et éventuellement un diagnostic anatomique de la normalité des artères coronaires avant l'entrée à l'âge adulte par soit des techniques d'IRM, soit des techniques de scanner et éventuellement n'importe quel type de méthode pour rechercher de l'ischémie myocardique, que ce soit des méthodes non invasives comme les tests d'effort ou des méthodes scintigraphiques ou des méthodes d'IRM de perfusion. Et on peut trouver effectivement chez un certain nombre de patients des anomalies coronaires qui sont à l'origine d'une diminution de la réserve coronaire, ce qui permet peut-être de cibler les patients à suivre sur le plan coronarien pour l'avenir. Quand on constate une sténose coronaire après un transfert pour un switch artériel, comme vous pouvez le voir sur ce type d'image, ou des trajets qui sont anormaux avec des compressions intera-aortopulmonaires, on peut, en présence d'ischémie, avoir besoin de revasculariser ces patients. Et aujourd'hui, comme les lésions sont ostiales, la plupart des patients, quand il y a une indication, sont revascularisés par une plastie de l'ostium. Euh, D'autres techniques ont été utilisées, mais de façon beaucoup plus rare et probablement que elles ne sont pas optimales, qu'il s'agisse de techniques percutanées ou de techniques de pontage. Troisième problème anatomique, c'est la dilatation de la racine de l'aorte et la fuite de la valve aortique. Donc, si on regarde l'évolution des deux, quand vous regardez la courbe qui descend, la courbe artérielle qui descend rapidement, c'est la dilatation de l'aorte. En effet, celle-ci est quasiment constante, hein, puisque je vous rappelle que dans la technique du switch artériel, on a conservé l'origine de l'artère pulmonaire et que le tissu artériel pulmonaire n'est pas de même nature que le tissu aortique normal. Et donc, il a une propension plus rapide à se dilater que chez un individu qui avait un cœur normal au départ. Et donc, la fréquence de la dilatation aortique est très élevée et on va dire qu'elle est quasiment constante quand on atteint l'âge adulte, avec donc un culot aortique qui est beaucoup plus vaste. Cependant, les fuites aortiques significatives restent très rares dans l'enfance et elles le sont également chez les jeunes adultes. Mais aujourd'hui, les patients les plus vieux, comme vous l'avez noté, approchent 45 ans, en tout cas pour ceux qui ont été opérés sur le territoire français. Et donc, rien ne dit aujourd'hui qu'il n'y aura pas plus de problèmes aortiques dans l'avenir chez des patients qui atteindront la septième ou la huitième décennie, puisque l'aorte se dilate spontanément chez tous les êtres humains. Et s'il y a des comorbidités associées comme de l'hypertension artérielle ou s'il y avait une coarctation, peut-être que la fréquence de cette complication deviendra un peu plus élevée à l'avenir. Rapidement, les deux complications physiologiques, l'hypertension artérielle pulmonaire de la transposition des gros vaisseaux, ça serait un peu long d'en expliquer les déterminants, mais ce qu'il faut savoir, c'est elle apparaît très précocement, dans la première année, dans la plupart des cas, et c'est une hypertension artérielle pulmonaire très sévère, peut-être même plus sévère que l'hypertension artérielle pulmonaire idiopathique ou héritable, avec dans cette série européenne une survie à 20 ans qui est nulle en l'absence de transplantation pulmonaire. Donc, un problème véritablement à dépister, dont la fréquence n'est pas totalement connue. Un certain nombre de gens disent que c'est 1% des transpositions des gros vaisseaux. C'est probablement un petit peu moins que ça. Mais en tout cas, c'est une complication réelle et extrêmement grave. Les troubles neurodéveloppementaux,
C'est un sujet très vaste. Ce qui est important pour les troubles neurodéveloppementaux, c'est qu'ils ont un déterminisme qui est multifactoriel, mais dans la transposition des gros vaisseaux, on a déjà un certain nombre d'informations sur la maturation cérébrale, le volume du cerveau, la consommation d'oxygène du cerveau fœtal, et on sait que tout ceci est anormal, en particulier pour la mise en place de connexions interhémisphériques. Et donc, il y a des déterminants qui sont présents dès la vie fœtale. Bien sûr, le parcours postnatal ainsi que tout l'environnement de l'enfant, qu'il s'agisse de son environnement social, culturel, vont jouer un rôle dans l'apparition de ces troubles du neurodéveloppement. Et donc, c'est une information qui est très pertinente à donner aux parents aujourd'hui à un moment que on jugera opportun. Beaucoup de parents aujourd'hui informés posent la question avant la naissance et il faut leur indiquer que ces troubles neurodéveloppementaux qui peuvent conduire à des difficultés d'apprentissage ou des difficultés scolaires devront être dépistés généralement en moyenne ou grande section de maternelle par des tests normés. Ce qui est aussi important dans les troubles neurodéveloppementaux, c'est que, comme on dit en anglais, les enfants vont growing into the deficit, c'est-à-dire qu'ils vont vieillir en conservant leurs difficultés. Et donc, tout le rôle de la prise en charge, tous les objectifs de la prise en charge seront de dépister la nature de ces troubles et de permettre aux enfants de les contourner pour être le mieux adaptés possible dans leur vie sociale, personnelle et professionnelle. Pour être un petit peu plus pratique, j'ai mis quelques diapositives sans mettre véritablement de texte pour parler de la vie de tous les jours des enfants qui ont été opérés d'une transposition des gros vaisseaux par la technique du switch artériel. La première, c'est y aura-t-il des séquelles ou des complications? Bien sûr, il y en a une qui est évidente, c'est la cicatrice de sternotomie médiane qui va rester toute la vie. Là aussi, pour information, ce sont souvent les parents qui se soucient de la présence de cette cicatrice, alors que les enfants, généralement, n'en ont pas grand-chose à faire. En tout cas, on peut rediscuter de ça. Pourra-t-il faire du sport? Quand on a une transposition des gros vaisseaux qui a été totalement réparée et qu'on n'a aucune des complications que je vous ai citées, en tout cas des complications anatomiques et de l'hypertension pulmonaire, tous les sports sont autorisés. Il y a toujours cette limitation dans la réglementation française de la Fédération française de plongée pour la plongée sous-marine, dont on peut aussi discuter si vous le souhaitez. Mais tous les sports sont autorisés et aujourd'hui, les cardiologues congénitalistes sont devenus très permissifs pour toutes les activités, y compris les sports de combat. T'as combien de gélules, Lucie? Est-ce qu'il y aura des médicaments à prendre? Oui. La réponse est non. Il n'y a pas de médicaments à prendre. Il y a de temps en temps Six des gélules? habitudes Vas-y. de service, de donner un petit peu d'antiagrégants plaquettaires pendant quelques mois après le switch pour prévenir éventuellement des complications Oui, coronaires. voilà. Euh, Super. J'en ai plus. il n'y a vraiment Merci. aucune évidence base sur la nécessité de donner ce type de traitement. Donc, dans la plupart des cas, ces enfants n'ont aucun médicament à prendre et ils n'en auront pas à prendre s'ils n'ont aucune complication. Pourra-t-il y avoir des séquelles neurologiques ou intellectuelles? Des séquelles intellectuelles très rares, des séquelles neurologiques, j'en ai parlé avec les troubles neurodéveloppementaux. Le rythme des consultations, il est un petit peu plus dense la première année puisque la plupart des complications anatomiques surviennent pendant cette période. Et puis ensuite, c'est une surveillance qui est annuelle, le rythme habituel de surveillance des cardiopathies congénitales qui peut même s'espacer une fois qu'on a franchi la puberté. Et cette surveillance doit être maintenue toute la vie, comme vous l'avez compris, aussi pour que nous apprenions quelque chose sur le vieillissement de cette population que nous ne connaissons pas encore totalement. La grossesse est-elle possible chez les femmes? Oui, bien sûr, elle est toujours possible. La physiologie cardiaque est normale généralement, on oriente quand même les patientes vers une surveillance à la fois du fœtus et au moins une fois de la maman pendant la grossesse pour assurer l'ensemble de l'environnement obstétrical. Faut-il prévoir une prophylaxie de l'endocardite d'Osler? Généralement, non. Il n'y a pas de lésion résiduelle à haut risque. Ce n'est pas pour ça qu'il n'y a pas d'anomalie à bas risque et que le bon sens ne justifie pas la prophylaxie dans certaines circonstances infectieuses. Ou consulter, eh bien, je vous remontre la carte du réseau M3C. Donc, sur le territoire français, on peut consulter dans beaucoup d'endroits et il y a très peu de patients qui sont éloignés de centres euh, compétents. Juste en 3 diapositives ou 4 diapositives, le switch atrial. Le switch atrial, c'est vraiment une population qui va disparaître, hein. Donc, la technique consiste à faire des tunnels dans l'oreillette, dans les oreillettes
pour diriger le sang des veines pulmonaires vers le ventricule gauche le ventricule droit et l'aorte, et le sang des veines caves vers le ventricule gauche et l'artère pulmonaire. Donc, on crée une malformation particulière dans laquelle le ventricule droit reste en position dite systémique, c'est-à-dire sous l'aorte, et c'est ce qui fait toute la gravité de cette réparation et tout qui justifie son abandon. Donc voilà une échographie avec un ventricule droit qui n'est pas très performant, où vous voyez que le ventricule gauche a une forme de banane derrière un ventricule droit soumis à pression systémique parce qu'il perfuse l'aorte. Et en coupe petit axe, ça ressemble à une échographie d'hypertension artérielle pulmonaire suprasystémique, mais c'est juste lié à la position du ventricule droit. On peut analyser les chenaux, comme vous le voyez, l'aspect un petit peu contourné du chenal veineux pulmonaire, depuis les veines pulmonaires vers le ventricule droit qui va se déverser dans l'aorte. Cette technique a une mortalité considérable puisque c'est la courbe en rouge et vous voyez que à 25 ans ou à 30 ans plutôt, il y a quasiment que 50% de survivants dans cette série qui est relativement ancienne, donc du début de ces méthodes. Et c'est la raison pour laquelle, si vous ne regardez que les histogrammes à gauche, eh bien, ces techniques en bleu et en vert ont été totalement abandonnées au profit du switch artériel. Pourquoi est-ce que cette technique a été abandonnée? Eh bien, parce qu'elle conduit à des complications fréquentes comme les troubles du rythme atriaux, et avec uniquement 20%, seulement 20% de patients qui sont encore en rythme sinusal à l'âge de 40 ans, un nombre de morts subites important, et surtout de la défaillance ventriculaire droite avec de la fuite tricuspide qui aggrave l'insuffisance ventriculaire droite, qui conduit ces patients à avoir une capacité à l'exercice qui est mauvaise. Et puis, il y a des complications mécaniques qui sont peut-être aujourd'hui plus rares, comme les obstructions des chenaux. Et le dernier point que je voulais indiquer, puisque je pense, déjà consommé un peu plus que mon temps, c'est que ces patients sont des mauvais candidats à la transplantation cardiaque. Et aujourd'hui, il y a une véritable attrition de cette population qu'il faut connaître, à mon avis, pour quelques spécialistes, mais qui va disparaître dans les 10-15 ans qui viennent. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Damien, pour la présentation très complète et très précise. Donc, on a à peu près un bon quart d'heure, 20 minutes pour la discussion. Il y a une première question qui est posée, mais tu l'as abordé un tout petit peu sur les aspects génétiques, assez peu présents dans cette cardiopathie. Mais il y a une question sur quel est le rendement attendu de l'exome quand il est indiqué. Donc, est-ce qu'il y a des indications pour l'exome et quel est le rendement? Alors, ça dépend de quelle façon on se place. C'est-à-dire que l'exome, il est indiqué pour augmenter nos connaissances, mais il n'est pas indiqué pour donner un conseil génétique aux parents. Donc, l'idée de faire des exomes anténataux dans les cardiopathies congénitales pose un problème. C'est-à-dire que si c'est pour l'identification, on va dire, d'un syndrome pour lequel on a une orientation diagnostique, bien évidemment, c'est l'examen qui est le plus rentable, puisque ça va permettre d'identifier des mutations dans un gène de syndrome connu, par exemple, pour lequel on a un pronostic extracardiaque qui serait péjoratif et qui, à ce moment-là, permettrait aux parents de prendre une décision de poursuivre ou non la grossesse différente de celle qu'ils auraient prise en l'absence d'exome. Mais dans la transposition des gros vaisseaux, euh, le- pour donner un conseil sur ce qui va se passer pendant la grossesse, aujourd'hui, personnellement, je n'en prescris pas. Et donc, j'ignore le rendement. Ce qu'on sait dans la transposition des gros vaisseaux, c'est qu'il y a un certain nombre de variants génétiques qui ont été décrits et qui concernent des gènes de latéralité. Donc, il y a plusieurs gènes, ZIC1, CFC1, un certain nombre de gènes de cette voie-là, qui sont partagés avec des gènes d'hétérotaxie ou des gènes de double discordance. Il y a des familles qui avec des doubles discordances et des transpositions des gros vaisseaux. Mais il y a aussi au moins un GWAS qui a été publié avec comment dire, un odd ratio qui est élevé pour les gènes de la voie Wnt. Donc effectivement, il y a des régions du génome qui sont des facteurs de risque de transposition des gros vaisseaux. D'une façon générale, si je peux faire un commentaire en dehors de la transposition des gros vaisseaux, ce qui est important comme question à se poser, c'est de savoir si le résultat de l'exome va changer la décision. C'est la même chose que pour des parents à qui on propose la myosynthèse et qui disent qu'ils ne la souhaitent pas parce que de toute façon, le résultat ne changera pas leur décision de poursuivre la grossesse ou de l'interrompre, par exemple. Donc aujourd'hui, je pense que c'est intéressant de faire ce type d'examen, mais dans un but d'augmentation des connaissances.
Merci Damien. Il y a plusieurs questions qui arrivent. Peut-être encore sur une question sur le diagnostic prénatal, puisque tu as bien montré que dans cette cardiopathie, ça a vraiment montré améliorer la prise en charge périnatale et sauver de nombreuses vies de ces enfants atteints. Une question, si finalement il y avait une famille, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, qui demandait une interruption thérapeutique de grossesse pour une transposition des gros vaisseaux simples, en l'absence d'anomalies extracardiaques, serait-elle acceptée? Alors ça aussi, c'est quelque chose qui est important. Si je peux me permettre, Sébastien, d'abord, il n'y a pas d'interruption thérapeutique de grossesse, il n'y a que des interruptions volontaires de grossesse après un diagnostic d'anomalie d'une particulière gravité. Mhm. C'est toujours la famille qui demande l'interruption volontaire de Voilà. grossesse, hein. Ce n'est Mhm. pas le médecin qui demande à ce que la grossesse soit On interrompue. sache. Mhm. Et donc, le fait de pouvoir imaginer qu'il y ait une liste de cardiopathies qu'on peut interrompre et d'autres qu'on ne peut pas interrompre est contre l'esprit du législateur. Donc, bien évidemment, quand une famille demande une interruption de grossesse pour une transposition des gros vaisseaux, la réponse du centre de diagnostic prénatal de Necker Enfants Malades est de répondre oui. Ça n'arrive jamais. Voilà. Parce que aujourd'hui, dans la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, la plupart des couples ont souhaité avoir un enfant et quand on leur explique qu'il y a une possibilité thérapeutique avec les risques que j'ai indiqués, euh, personnellement, j'ai vu 2 fois dans ma vie des interruptions pour des transpositions simples des gros vaisseaux ou des transpositions complexes, hein. Il y en avait une simple et une plus complexe pour une maman qui souffrait de troubles psychiatriques graves et pour l'autre qui était véritablement un souhait d'interrompre la grossesse et de ne pas s'engager dans le projet que nous lui avions proposé. Mais c'est sur plusieurs milliers de transpositions des gros vaisseaux. Donc, je voudrais corriger le fait qu'il n'y a pas de liste de cardiopathies qu'on peut interrompre et qu'on ne peut pas interrompre. C'est Mhm. complètement contre l'esprit de la loi. Ouais. Merci beaucoup pour la précision importante en effet. J'ai vu ta question Sylvie, mais on va plutôt continuer dans le sens chronologique, on va dire, chez l'enfant. Question sur le suivi de la réimplantation coronaire. Pareil, c'est un point que tu as abordé un petit peu, mais intérêt de l'examen systématique des lésions coronaires vers 5-6 ans. Euh, Donc, il y oui, a, il y a- ouais. il y a une vraie controverse. En particulier, il y a eu une méta-analyse par des Hollandais qui a montré que, on va dire, le bénéfice-risque de faire un scanner systématique, puisqu'on ne parle plus de coronarographie, bien sûr, aujourd'hui, euh, était mauvais. Et donc, qu'il n'y avait pas de justification à dépister systématiquement parce que les événements cliniques coronaires étaient très rares. Il y a une autre façon de voir. Donc, la réponse des méta-analyses, c'est ça. Il n'y a pas d'utilité de le faire puisque les événements cliniques, c'est-à-dire les infarctus, l'angor, la mort subite liée à des complications coronaires, sont très rares, donc ce n'est pas justifié. Voilà. Il y a une autre façon de voir les choses qui est de dire que l'objectif n'est pas de dépister pour prévenir les événements cliniques, mais de dépister pour adapter le suivi. Et ça, par contre, ça n'a pas été regardé sous cet angle-là. Quand je veux dire ça, c'est la même idée que ce qui est dans les guidelines, c'est-à-dire qu'il faut se préparer pour savoir si un patient qu'on suit pour une transposition des gros vaisseaux a par exemple une sténose à 50% de tronc commun. Et donc, il peut être totalement asymptomatique, mais éventuellement, les modalités de dépistage de l'ischémie chez lui peuvent être différentes. En particulier le rythme des tests d'ischémie, la nécessité de contrôler avec le temps s'il y a une progression de la sténose ou pas. Donc, l'explication peut être un petit peu longue parce que ce qui a été clairement montré, c'est que quand on fait du dépistage à 5 ans et que les coronaires sont normales et qu'on répète une imagerie en coupe entre 15 et 20 ans, on ne trouve jamais de nouvelle anomalie. Jamais. Donc, un des arguments pour le faire à cet âge-là, qui est le bon âge parce que les enfants sont compliants et puis parce qu'ils vont s'inscrire au sport quand ils vont rentrer au CP, c'est de dire que si c'est normal à 5 ans, en fait, ça va être normal pendant toute la croissance. Parce que ça, cette info, on l'a déjà. Donc ça peut être un argument important parce que c'est un argument de réassurance. Mais bon, sachez que dans la collection je crois qu'il y avait plus que 3000 enfants qui avaient été dépistés dans la méta-analyse. Voilà,
n'y avait pas d'intérêt pour la prévention des événements coronaires. Alors, personnellement, j'en doute, puisque nous continuons à faire ce dépistage à Necker enfants malades, euh, mais avec plutôt l'objectif comment dire, de faire du suivi sur mesure pour les enfants qui ont des anomalies coronaires, même modérées, ou des anomalies de trajet, comme des trajets intra-aortopulmonaires après réimplantation. Donc, on les suit de façon un petit peu différente en termes de dyschémie. Et le dernier point, c'est qu'un certain nombre d'enfants asymptomatiques, chez qui nous avons dépisté des anomalies coronaires anatomiques, avaient des tests d'ischémie positifs, qu'il s'agisse de scintigraphie myocardique de perfusion ou d'IRM de perfusion. Et donc, nous avons revascularisé des enfants qui n'avaient pas d'angor, pas de dysfonction ventriculaire, pas d'anomalie électrocardiographique, parce qu'ils avaient, par exemple, une scintigraphie myocardique de perfusion qui montrait un défaut de perfusion à l'effort dans le territoire de l'artère coronaire concernée. Donc, je pense que le sujet n'est pas complètement nettoyé. D'autant plus que les anomalies coronaires, enfin, si j'ai bien retenu aussi, quand elles surviennent souvent précocement après la chirurgie. Donc finalement, est-ce qu'il faut le faire à 5 6 ans ou est-ce qu'on pourrait pas le faire à 1 an après l'intervention ou 1 an? Alors, alors, les événements cliniques, effectivement, les plus fréquents surviennent dans les événements, autrement dit, les événements d'ischémie, les infarctus ou des morts subites suspectes d'être d'origine coronaire sont dans les 6 premiers mois. Donc là, les véritables complications, on va dire en gros la rosténose liée à la prolifération intimale précoce, c'est très tôt. Dans le vieux papier de Paul Kerry sur le- les événements, je crois que ça allait jusqu'à 25 ans, ils ont été obligés d'ajouter des troubles du rythme pour qu'il y ait une divergence des courbes, euh, enfin que ça soit divergent de la population générale. Voilà, les événements ischémiques étaient véritablement exceptionnels. Donc, les événements ischémiques tardifs sont exceptionnels. Je pense que pour ceux qui ont vu beaucoup de transpositions des gros vaisseaux, tout le monde a des anecdotes à raconter. Euh, donc, je pense que même aujourd'hui, avec des scanners low dose, euh, guettés, on peut éthiquement et raisonnablement faire du dépistage. Et je rappelle quand même que dans les guidelines pour les cardiopathies, pour la transposition des gros vaisseaux et pour les cardiopathies congénitales de l'adulte, il est recommandé de faire un contrôle physiologique et anatomique du fonctionnement des artères coronaires, au moins à la fin de la croissance. Voilà. Donc, si on l'a fait avant, ce que je viens Ouais. de dire rend inutile ce contrôle tardif, mais si on ne l'a pas fait tôt, il y a quand même une sorte de préoccupation globale de la communauté sur ce point-là. Ok, merci beaucoup Damien. Une autre question, on passe sur les switches Atrio. Sylvie nous demande pourquoi ce sont de mauvais candidats à la transplantation cardiaque, dans ce que tu as dit à la fin. Bah, parce ils seront devancés par les cardiomyopathies de l'adulte. Mais ce n'est pas notamment des mauvais candidats par essence. C'est quand ils sont sur une liste qui est partagée, Ils, ils ils- ne sont pas greffés. ils sont Voilà. trop chroniques pour être greffés et ils sont pas Voilà. souvent pas suffisamment graves pour passer en Voilà. priorité devant les autres, sur les Donc, points et les scores d'attribution. exactement. Donc, ils sont aujourd'hui, je ne dis pas qu'ils ne sont pas greffés, hein, ils le sont, mais ils sont souvent pas greffés en première ligne. Hein, on va greffer la cardiomyopathie de 30 ans, qui est éventuellement qui a un VAD, et pas et pas le Senning qui est chez lui, en défaillance cardiaque chronique. Voilà. Donc, C'est c'est un point important parce que comme cette population va augmenter, hein, on va dire les traitements d'insuffisance cardiaque, les interventions sur les arythmies, des Senning, euh, éventuellement d'autres méthodes qui peuvent être utilisées font que ces patients survivent et ils vont survivre jusqu'au moment où ils seront en défaillance cardiaque sévère. Et ils atteignent l'âge de quand même aujourd'hui 50 ans. Donc ils vont devenir des mauvais candidats pour l'âge, des mauvais candidats parce qu'ils ont déjà eu une intervention ils seront devancés par les cardiomyopathies du sujet jeune ou les cardiopathies ischémiques du sujet jeune. Donc c'est triste, mais c'est comme ça. alors, on revient sur la question du dépistage. Finalement, il y a une autre question, c'était est-ce qu'une épreuve d'effort, puisque le but c'est de dépister l'ischémie, est-ce qu'un test d'ischémie, une épreuve d'effort ou autre, ne pourrait pas être suffisant? Est-ce qu'il faut vraiment faire un examen anatomique, type scanner, plutôt qu'un test fonctionnel? Alors, le problème de l'épreuve d'effort, c'est sa sensibilité qui n'est pas bonne.
Euh, Sa spécificité est bonne quand même, hein. C'est-à-dire que et, donc, Antoine Legendre avait fait un travail là-dessus qui avait montré que ce n'était pas un mauvais examen. Ça permettait d'orienter le dépistage. Mais à ce moment-là, il faut le faire à un âge plus tardif, puisque à 5 ans, ce n'est pas possible. Ouais, Euh, 7-8 ans, ouais, mais, je le propose. voilà. Mais j'accepte tout à fait cette idée-là. En tout cas, je ne serai pas péremptoire sur le fait qu'il faut faire un dépistage anatomique. C'est ça, c'est surtout ça mon propos. Parce que je pense que, y compris en France, un certain nombre de centres ne font pas de dépistage systématique. Et aujourd'hui, personne ne peut leur donner tort. S'ils veulent utiliser d'autres méthodes, ça veut dire quand même ils sont un petit peu préoccupés. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas sûr qu'on va résoudre le problème ce soir ensemble. Et pour la suite de la question, elle posait la question de la place de l'IRM, qui pourrait être une alternative non irradiante pour le dépistage des lésions coronaires. Et effectivement, comme elle le dit, il y avait eu un PHRC il y a quelques années à Marignano pour comparer IRM et scanner chez ces enfants. L'étude n'avait pas pu conclure, malheureusement, parce qu'il y avait trop peu d'événements coronaires pour pouvoir vraiment être discriminant. Mais c'est vrai que l'IRM peut être potentiellement intéressant dans cette indication aussi, Alors, l'IRM est intéressante. Le problème, c'est que l'IRM d'abord a une résolution spatiale qui n'est pas bonne quand qui est même. quand même moindre que le scanner, ça C'est c'est moins sûr. bonne que le scanner. Aujourd'hui, quand même, avec les scanners photoniques, on a une résolution spatiale qui est extraordinaire. Ouais. Donc, chez les petits enfants, avec du scanner Guettet, on a quand même vraiment des images Mm. coronaires de très grande qualité avec une irradiation qui est très faible. Euh, l'intérêt de l'IRM, c'est éventuellement de pouvoir le coupler à de la perfusion coronaire, hein, du temps de premier passage. Ça, c'est intéressant, mais il faut savoir qu'il y a parfois une discordance, puisqu'il peut ne pas y avoir de lésion anatomique, au sens de rétrécissement d'une artère coronaire, et pourtant, on va voir des anomalies de la perfusion, en particulier dans les réimplantations très antérieures du tronc gauche. Donc, Et- on va dépister, on va dire, peut-être plus d'anomalies de perfusion qu'il n'y a d'anomalies anatomiques. Donc là aussi, c'est la question, qu'est-ce qu'on veut dépister? Quelque chose qui a une conséquence fonctionnelle ou, ou est-ce qu'on veut avoir juste l'image? Euh, donc il faudrait peut-être avoir, enfin en tout cas, il faudrait avoir les deux informations. De temps en temps, l'IRM les donne, c'est vrai. Pas forcément non plus toujours évident de faire une IRM chez le petit enfant, par contre. Ouais, l'IRM sans âgé chez le petit enfant, c'est pas facile, hein. Euh, tac, tac, tac. On revient sur le. quel- C'est un point que tu as abordé aussi, mais quels sont selon vous les critères anténataux de restriction du FOP avec Rashkin? Il y en a Faut-il aucun déclencher? qui, Ouais, il y en a ouais. aucun qui soit valable. Il y en a eu 150. Je ne sais pas combien il y a de papiers, hein. Je les avais comptés il y a 3-4 ans. Il y en avait plus que 50. Aujourd'hui, la seule chose qu'on sait, c'est que quand on constate une restriction anténatale du foramen ovale, autrement dit quand il est minuscule, qu'on le voit à peine, qu'il est presque collé, que la fosse ovale est presque imperméable, et que le canal artériel est restrictif, là, 100% des enfants vont être en péril. Voilà. Ça, on le sait. Donc, mais ça représente un nombre minuscule. Je crois que c'est 3% des enfants qui ont une transposition des gros vaisseaux. Et donc, pour tous les autres, y compris les transpositions des gros vaisseaux avec communication interventriculaire, on peut avoir besoin de faire une manœuvre de Rashkin. Alors, c'est vrai que dans les transports avec CIV, on a souvent un petit peu plus de temps, mais on peut avoir besoin de faire un Rashkin dans les toutes premières heures de la vie pour ça. Donc la question derrière, c'est est-ce qu'il est possible pour certains fœtus de ne pas être transférés in utero? Ma réponse, dans l'état actuel de nos connaissances, est non. Et toujours dans cette question sur les critères, il y avait une question sur l'intérêt de l'hyperoxygénation maternelle pour essayer d'augmenter le débit pulmonaire fœtal avant la Alors, naissance donc, et bah, les dépister. c'est peut-être pas ce qu'il faut faire, augmenter le débit pulmonaire fœtal, parce que ça va restreindre le foramen ovale et fermer le canal artériel. L'hyperoxygénation maternelle, elle avait surtout pour objectif de faire de la prévention des troubles neurodéveloppementaux, hein. Donc, dans la transposition des gros vaisseaux, il y a peut-être un effet adverse. Et donc, si en hyper. D'abord, il y a eu une étude qui est négative, hein, et il y a les travaux de Toronto sur comment dire, des mesures de saturation sont
pas extrêmement convaincant. En fait, la bonne technique pour augmenter l'oxygénation et éventuellement prévenir les complications de la transposition des gros vaisseaux, ça serait de lier le canal d'Arancius. Voilà. Si on lie le canal d'Arancius, à ce moment-là, on a une répartition du débit sanguin et des saturations qui va revenir quasiment en série. Donc, réfléchissez à ça pour ceux qui veulent y réfléchir. Mais ça serait la bonne technique, c'est fermer le canal d'Arancius. Euh, il y a une question que tu as abordée aussi, mais ça vaut le coup peut-être de la reposer quand même. Il y a une question autour du. Tu as bien montré que le Rashkin rouvrable, c'était quand même mieux. Et donc, faut-il déclencher les fœtus avec transposition des gros vaisseaux? Hmm. Alors, dans notre unité, dans notre hôpital, oui, nous les déclenchons. Euh, la question, je la pousse un petit peu plus loin. Faut-il césariser une maman qui n'aurait pas accouché aux heures ouvrables? Aujourd'hui, nous n'avons pas franchi ce pas. Voilà, nous restons tant que le bébé n'est pas né, et puis voilà. Enfin, quand je dis nous restons, c'est-à-dire ceux qui sont rodés pour faire du cathétérisme et du Rashkin en urgence. Euh, Juste parce qu'il y a peut-être quelques spécialistes, pour les non-spécialistes, je m'excuse de ma réponse, mais vous savez que nous avons des difficultés en termes de matériel pour faire la manœuvre de Rashkind aujourd'hui en France. On espère que ça va changer avec le retour de l'ancienne sonde, on va dire. Et on sait qu'il y a un petit peu plus de difficultés avec les sondes actuellement disponibles à faire la manœuvre de Rashkind. Donc je crois qu'aujourd'hui, ce geste qui était considéré comme faisant partie de la formation de tout cardiopédiatre, euh, ce n'est plus vrai. Ce geste doit être laissé à des gens qui le font de façon très régulière. Oui, y compris là, dans le registre Aura TGV, effectivement, qu'on a fait ensemble, il y avait aussi le côté de le faire en salle de caté, parce que parfois ça peut être complexe, et du coup, de Oui. souvent, Alors préférentiellement, le oui, faire en salle de caté si on peut, ouais. absolument. On a la chance en France d'avoir beaucoup de diagnostics prénatal et de faire du transfert in utero. Euh, Et comme je le disais tout à l'heure, bien sûr, il faut quand même être prêt à ce qui est un loupé du diagnostic prénatal et il faut qu'on puisse quand même faire les manœuvres de Rashkin de partout sur le territoire français, en tout cas à proximité de là où les enfants naissent, hein. Donc c'est une difficulté parce que un certain nombre de gens n'ont peut-être pas fait de manœuvre de Rashkin depuis plusieurs années. Donc c'est un petit revers, mais donc Mhm. la solution c'est de faire 100% de diagnostic prénatal. Idéalement. Oui, mais il y a des régions, hein, On est à La 80%. Normandie, la Guadeloupe, c'est 100%, hein. L'Île-de-France, c'est pas vrai. Ouais, Ouais. ouais. Bon, après, il y a toujours ces discussions effectivement autour la complexité aussi avec le déclenchement. Quand c'est fait en milieu de journée par les obstétriciens, ça conduit à un accouchement en pleine nuit. Effectivement, c'est ce qu'on essaie d'éviter et ça demande une bonne collaboration avec son équipe obstétricale pour essayer d'organiser les choses de façon harmonieuse. Voilà. Toujours être sympathique avec les obstétriciens, mais bien insister sur le fait qu'il faut qu'ils accouchent à heures ouvrées. Ouais. Voilà. Alors, c'est pas toujours possible, bien sûr. Hein, bien sûr. On a dépassé un tout petit peu le temps imparti. Si il n'y a pas d'autres questions brûlantes, je pense on va conclure cette session et vous remercier pour votre attention et la discussion qui a été animée. Merci Damien pour cet exposé et le temps consacré pour la présentation. Et puis vous dire aussi que la série des webinaires organisés par la filière Cardiogel va continuer. Le prochain rendez-vous sera le 27 juin à 13 heures sur le thème des laminopathies avec une atteinte cardiaque présentée par Philippe Charon et Karim Wabi et qui sera modéré par Frédéric Sachet. Voilà, un grand merci à tous pour votre implication pour cet événement et je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée.